Bonjour, alors aujourd'hui, on va corriger en vidéo l'exercice 19 du cahier de vacances vers le supérieur version BCPST. Si vous voulez vous épargner quelques minutes de vidéo avec moi, vous pouvez directement aller voir le lien en description et voir la correction, enfin l'exercice et sa correction, l'exercice que vous allez bien sûr essayer dans le temps imparti, etc. Puis la correction très détaillée dans le cahier de vacances. Bon là, on va le corriger en vidéo. Exercice matriciel que j'ai trouvé assez rigolo, il n'est pas uniquement réservé à ceux qui ont fait maths expert en terminale. Si vous n'avez pas fait maths expert, dans le cahier de vacances en question, vous avez toute une section de, je sais plus comment j'ai appelé ça dans le cahier, quelques rappels de calcul matriciel, qui vous expose ce qu'il faut savoir pour pouvoir attaquer sereinement les quelques exos du cahier. Bon là il y en avait deux de calcul matriciel, et sinon vous avez la playlist rudiments de calcul matriciel, où vous avez des vidéos courtes qui vous expliquent le b.a.-ba en termes de calcul matriciel justement, qui vous permettront peut-être d'avancer, b.a.-ba pardon, qui vous permettra d'avancer, en plus b.a.-ba c'est rigolo vu l'énoncé, bon, voilà, alors l'énoncé est tiré d'Agroveto 2016, calcul et raisonnement, voilà. L'épreuve en question que j'ai remanié un peu pour la rendre terminalo-compatible. C'est parti. Alors, temps conseillé, j'ai mis, sur le cahier de vacances, j'ai mis 1h10, donc ça fait 70 minutes, d'accord, bon, voilà, à peu près, je vais pas me recasser la tête à changer de temps imparti. Alors, c'est parti, énoncer soit n un entier naturel non nul, et soit grand A une matrice appartenant à Mn de R, donc une matrice carrée de taille n. La matrice A est dite pseudo-inversible s'il existe une matrice B appartenant à Mn de R, telle que ces trois égalités soient vérifiées, AB égale BA, donc A et B commutent en fait, ABA égale A et BAB égale B. On dit alors, donc dans le cas où il existe une telle matrice B, que B est une pseudo-inverse de A, je sais pas le dire. Voilà, donc je vous invite, si tout n'est pas clair sur la notion d'inverse, quand une matrice est inversible, vous allez peut-être avoir besoin là, de rafraîchir la mémoire sur ce que c'est qu'une matrice inversible. Là, c'est quelque chose de différent. Donc là, on parle de pseudo-inversibilité. Ok. Petit 1, montrer que toute matrice M de Mn de R inversible est pseudo-inversible. Autrement dit, si une matrice est inversible, alors elle est pseudo-inversible. Petit 2, montrer que la matrice nulle ON est pseudo-inversible. Petit 3, soit A une matrice appartenant à Mn de R pseudo-inversible, ainsi que B1 et B2, deux pseudo-inverses de A. Donc si elle est pseudo-inversible, elle admet un pseudo-inverse au moins, parce que quand on dit pseudo-inversible, dans l'énoncé, il y a marqué s'il existe une matrice machin, pas forcément une seule, au moins une. Eh bien, deux pseudo-inverses de A qui s'appellent B1 et B2, alors petit a de la 3, en calculant AB1, AB2 de deux façons différentes, montrer que AB2 égale AB1, ok, petit b, en déduire que B1 égale B2. Ainsi, donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura établi que si A est inversible, sa pseudo-inverse est unique. On pourra la noter A étoile. Dans le cas où une matrice est pseudo-inversible, elle ne peut avoir qu'une unique pseudo-inverse. Petit 4, soit grand N une matrice de Mn de R telle qu'il existe un entier naturel non nul P vérifiant n puissance p égale la matrice nulle, et n puissance p moins 1 n'est pas la matrice nulle. En fait, on dit dans ce cas-là que n est nilpotente, et on dit même que p est l'indice de nilpotence de n. Voilà. Donc il y a une certaine puissance de n qui est nulle. Voilà, c'est ça que ça veut dire du matrice n qui est nilpotente. Montrer, alors petit a, montrer que pour, et donc une certaine puissance qui est nulle, donc en fait on peut même considérer la plus petite puissance, ici, qui annule, telle que n à cette puissance-là soit nulle. Ok, par convention, une matrice carrée à la puissance 0, ça fait la matrice identité, de la même taille, de taille n. Alors, on suppose que n est pseudo-inversible, donc on a une matrice n qui est nilpotente, on suppose que n est pseudo-inversible, de pseudo-inverse n étoile. Petit a, on nous demande de montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a n étoile fois n puissance k qui est égal à n puissance k moins 1, petit b, en déduire que n est la matrice nulle ON. Une matrice nilpotente qui serait pseudo-inversible serait forcément la matrice nulle. Petit c, que peut-on en déduire concernant la matrice grand N égale, donc en ligne 1 moins 1, 1 moins 1, voilà, matrice carrée de taille 2. C'est parti. Alors, petit 1, montrer que toute matrice M de Mn de R inversible est pseudo-inversible par la même occasion. Ok, bon. Alors, je vais me fixer une matrice inversible. Je vais prendre une matrice M de Mn de R inversible, soit M appartenant à Mn de R. Oula. Ce stylo va essayer quand même de faire preuve de plus de bonne volonté, de meilleure volonté. Inversible. Ok. Et soit bien M-1 son inverse. Bon, moi je vais montrer que M est pseudo-inversible. Et la pseudo-inversibilité, ça revient à l'existence d'une matrice B, en l'occurrence si c'est A là, qui vérifie certaines propriétés. Bon, il faudrait que j'exhibe, en tout cas que je prouve l'existence d'une telle matrice.
bah là je tiens une matrice qui s'appelle M-1, qui est l'inverse de M. Bon. Est-ce que j'essaierai pas de voir si M-1 ne marcherait pas? Bon, bah déjà pour commencer, donc qui joue le rôle de A ici, bah, c'est la matrice M, et qui joue le rôle de B potentiellement, ce serait M-1. Bah, je vais regarder ce que fait, si M, M-1, bon bah, oui, en fait, je finis même pas ma phrase, M, M-1, bah, c'est bien égal à M-1, M, et les deux en fait sont égales à, enfin les deux produits sont égaux à l'identité. Une matrice inversible commute forcément avec son inverse. Ok. Ok, maintenant il faut regarder si M-1, puisque M, faut espérer que ça fasse M, quoi. Bah oui, ça fait bien M, parce que M, M-1, M, par associativité du produit matriciel, je peux mettre les parts, enfin, il n'y a pas de problème, je peux commencer par le calcul par le produit que je veux, soit ce produit-là, soit ce produit-là, en ne changeant pas, enfin si, là en l'occurrence je peux changer, je peux intervertir parce que M-1 et M commutent, mais en général ABC, le produit matriciel ABC, c'est au choix AB fois C ou A fois BC, il n'y a pas de problème. Alors bon, là en l'occurrence, je peux dire que ça fait M, M-1, bon je fais un peu de zèle pour commencer, M, M-1 fois grand M, ça fait donc l'identité, la matrice identité fois grand M, et la matrice identité fois grand M, ça fait grand M. Ok, super. Ok, troisième propriété, je regarde si M-1, M, M-1, ça me fait bien la chose attendue, ben oui, pareil, identité fois M-1, et ça fait M-1, tout va bien. Les trois égalités sont bien vérifiées par M-1, étant donné M qui jouerait le rôle de A, M-1 vérifie bien tout ce qu'il faut pour être une pseudo-inverse de M. Donc je peux dire que M est donc pseudo-inversible. Et une pseudo-inverse de M, c'est M-1. Bon, ça, il ne le demande pas. Pseudo-inversible. Ça, c'est OK. OK, alors là, j'écris une petite phrase de politesse. Toute matrice, comme je l'ai fait dans le cahier, toute matrice de Mn de R inversible est donc bien pseudo-inversible. Voilà, pour conclure. OK. Petit 2, montrer que la matrice nulle ON est pseudo-inversible. Bon. La matrice nulle n'est clairement pas inversible. Inversible au sens, enfin, quand je dis inversible, enfin voilà, confondez pas inversible et pseudo-inversible dans le propos, mais non. Dire de la matrice nulle qu'elle serait inversible, ça voudrait dire qu'il existe une matrice B telle que la matrice nulle fois B fasse l'identité. Ben non, la matrice nulle fois B, ça fera toujours la matrice nulle, et c'est pas l'identité. Ok, bon. Mais par contre, apparemment, elle serait pseudo-inversible. Bon. Ce serait bien, pareil, de se demander qui, éventuellement, pourrait être une bonne pseudo-inverse. Bon, je regarde un peu les égalités demandées, bon, est-ce que ça serait pas la matrice nulle elle-même? Bon, bah, la matrice nulle fois la matrice nulle, bon, j'exagère un peu, ON fois ON, ça fait ON fois ON, ok, et ça fait ON, un peu un truisme ça, ok. La matrice nulle fois la matrice nulle fois la matrice nulle, qui joue le rôle de A, la matrice nulle, à qui je cherche une éventuelle pseudo-inverse, et qui serait la candidate, ça serait la matrice nulle, B, ça serait la matrice nulle. Bon, ça fait bien ON, ok, pas de problème. Et enfin, je vais pas réécrire cette ligne pour la troisième égalité. Donc j'aurais pu, et dans ce genre d'exo, là je fais un peu de zèle, j'exagère un petit peu exprès, même presque pour scénariser le truc, mais je dis tout simplement que ON, on vérifie aisément, bon là c'est pas obligé de dire ça, que ON est une pseudo-inverse de ON. ON est donc pseudo-inversible. Et une pseudo-inverse de ON, c'est elle-même. Ok. Ensuite, soit grand A, une matrice appartenant à Mn de R pseudo-inversible, et on prend, donc si elle est pseudo-inversible, elle admet un ou des pseudo-inverses, et on appelle B1 et B2 deux pseudo-inverses de notre ami grand A. Ok. Et avec la 3A et la 3B, on va essayer de montrer que B1 et B2 sont égales. Ces deux pseudo-inverses ne peuvent être qu'une seule matrice. Alors, en calculant AB1, AB2 de deux façons différentes, montrer que AB2 égale AB1. Pourquoi pas? Bon bah, AB1, AB2. Est-ce que j'ai déjà une façon? Ça met un peu la pression de deux façons différentes, oui, bah oui. Bah, je vois déjà par associativité que ça fait AB1A fois B2. AB1A, bah, qu'est-ce que ça fait ça? AB1, ça fait A. Ça fait donc AB2. Ok. Bon, en fait, en calculant blabla ça là, de deux manières différentes, il faudrait que j'aboutisse au fait que AB2 égale AB1. Bon, déjà j'ai AB2. Peut-être que la deuxième façon me donnerait AB1. Donc là, d'une part, j'ai ça, d'autre part, AB1, AB2, bon, comment est-ce que je peux faire? Bon là, je me suis servi assez facilement du fait que ça fasse A, mais comment je pourrais faire pour trouver voilà, une autre idée, une autre façon de calculer? Faut pas que je reste bloqué trop longtemps. Je me dis, bon, je peux pas réutiliser ce fait-là, là j'ai pas grand-chose de sympathique, j'oublie pas un truc très sympa, dans les propriétés de B1 et de B2, que vérifie B1 et B2, c'est de commuter avec A. Donc, je peux changer l'ordre. Quand j'ai AB1, je peux dire que c'est B1A, et quand j'ai AB2, je peux dire que c'est B2A. Est-ce
que j'ai intérêt à le faire pour les deux? Oui, ça peut être sympa, parce que ça fait B1A, B2A. Oula, B1A, B2A. Ben, A, B2A, là. Ce monsieur qui est sympathique, là, c'est bien... si je dis pas de bêtises, c'est bien A. C'est bien A, parce que là encore, B2 est une pseudo-inverse de A. Donc ça fait B1A. Bon, j'aurais préféré AB1. Ben, y a pas de problème. A et B1 commutent. Donc ça fait AB1. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai établi? J'ai établi que AB2 était égal à AB1. Puisque j'ai calculé la même matrice de deux manières différentes, le même produit matriciel qui est en fait une matrice de deux manières différentes, et j'obtiens ça d'une part, ça d'autre part. Ok, AB2 égale AB1. Bon, ça c'était la 3A, pardon. Et à partir de ça, apparemment, il faudrait arriver en 3B à dire, que je relis les énoncés, en déduire tout simplement que B1 égale B2. Ok. Ok, comment est-ce qu'on peut faire à partir de ça pour obtenir que B1 égale B2? Je n'ai aucune raison de simplifier par A, hein, faites attention, enfin, simplifier par A, ça voudrait en fait dire que je multiplie par A-1 pourvu que A soit inversible, ce que je ne sais pas. Si A avait été inversible, oui, j'aurais pu multiplier des deux côtés à gauche par A-1, A-1 AB2 égale 1-1 AB1, et ça ferait que B2 égale B1. Là, j'ai aucune raison de dire, oh, je simplifie par A des deux côtés, ça n'a aucun sens. Ok, enfin, ça n'a aucun sens de le faire comme ça, sans aucune hypothèse. Alors bon malgré tout, moi je veux B2. Ouais, bon, B2, il y a quand même moyen de démarrer en disant que B2, c'est, alors que je me trompe pas de sens, c'est B2 à B2. Ok. Mais que faire de ça? Bon bah AB2 au moins, ce qui est sympa, c'est que ça fait apparaître le AB2 qui est aussi AB1. Donc ça fait B2 à B1. Bon là honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Bon, si je sais pas trop quoi faire, je m'arrête là, et j'essaye de regarder l'autre. L'autre c'est B1. B1, bah, c'est B1 à B1. Ouais, mais sauf que, qu'est-ce que je peux faire? Si je remplace là encore AB1 par AB2, bah, ça fera B1 à B2, et là je vais rester bloqué, parce que là j'aurai B2 à B1, B1 à B2, B1 est A commute, B2 est A commute, mais je n'ai aucune raison à ce stade de penser, je ne sais pas, que B1 et B2 commutent. Donc je serai bloqué, quand je vais avoir B2 à B1 et B1 à B2, je serai bloqué pour aboutir à l'égalité de ces deux messieurs. D'où l'idée d'essayer de faire commuter les choses dès maintenant, du moment, parce que je le peux encore pour l'instant. Du moment que je le peux. B1A, c'est aussi AB1. C'est aussi AB1 que j'ai ici, fois B1. Okay. D'accord. Pourquoi c'est plus sympathique ici? Parce que là, je vais pouvoir... Alors, est-ce que c'est le bon moment? Ouais, si, je pense que c'est le bon moment pour dire que c'est AB2. AB2, B1, puisque AB1 c'est AB2 d'après la question 3A. Ok, et là, je vais pouvoir, alors, oui, là qu'est-ce qui reste pour aboutir à ça? Eh ben, à intervertir le B2 et là, donc à faire commuter A et B2. A et B2 commutent, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai profité, j'ai bougé le A tant qu'il était temps, et en fait, si je l'avais fait trop tard, j'aurais pu bouger le A, mais le B2 et le B1 auraient été du mauvais côté chacun, et j'aurais pas pu les intervertir. Là, pour le coup, tout va bien. Là, ça fait B2A, B1. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé que B2 est égal à ce monsieur, et que B1 aussi est égal à ce monsieur. Donc, B1 égale B2. Ça, ce qu'on a fait, c'est l'unicité si existence de la pseudo-inverse. C'est ce qu'on a établi. Si A, une matrice A admet une pseudo-inverse, si elle est pseudo-inversible, alors sa pseudo-inverse est unique. Donc depuis tout à l'heure, au début de l'exemple, on parlait de une pseudo-inverse. Je disais timidement ON est une pseudo-inverse de ON, M-1 dans le cas où M est inversible est une pseudo-inverse de M. Maintenant, je pourrais dire la pseudo-inverse. Si jamais une matrice est pseudo-inversible, je peux parler de sa pseudo-inverse qui légitime le fait que l'énoncé donne une notation de la pseudo-inverse dans le cas où A est pseudo-inversible, qui serait A étoile. Ok. Bon, ça me faisait dire de mémoire sur le cahier de vacances, ça me faisait dire que voilà, c'était des jeux de plage en quelque sorte. Voilà. S'amuser un peu comme ça, là, ça me fait penser à quelques petits jeux de plage. Alors 4, soit n une matrice de Mn de R qui est nilpotente, il existe un entier naturel non nul P, vérifiant que n puissance P égale la matrice nulle, la matrice carré nulle, de taille n, et n puissance P moins 1 n'est pas la matrice nulle. Ok. On suppose que n est pseudo-inversible, blablabla, de pseudo-inverse n étoile, montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a ce machin. Ok. Pour tout k supérieur ou égal à 2, donc pour tout k appartenant à n étoile avec k supérieur ou égal à 2, j'aurais pu écrire plus précisément, n étoile, n puissance k. Donc, essayer de voir si je peux je peux transformer ça pour que ça fasse n puissance k moins 1. Je sais que beaucoup, quand ils voient ce genre d'énoncé, se disent, bon, bah, récurrence tout de suite. Du calme. Peut-être que je peux essayer d'y aller directement. Je vois pas là, pour le coup, je suis même pas très confiant dans le fait de faire une récurrence, pas parce qu'il y a pour tout cas tel que machin, pour tout cas à partir d'un certain rang, que forcément c'est une récurrence. Je vois mal me débrouiller, je me vois mal bien me débrouiller. Enfin,
je ne me vois pas bien me débrouiller sur l'hérédité. Ça peut se dire de manière plus simple, je suis sûr. En tout cas, j'ai l'impression de pouvoir jouer un coup plus simple qu'une récurrence. J'ai l'impression de pouvoir calculer les choses de manière plus directe ici. Alors, ce que j'ai en tête, moi, c'est quoi en fait en réalité? C'est de profiter du fait de savoir que n, alors que je remonte à la propriété, que n étoile, donc le n étoile, c'est qui joue le rôle de b pour quand n est égal à a, quoi. Quand le rôle de a est joué par n, pardon. N étoile, n, ça c'est n. Et n étoile, n étoile, ça c'est n étoile. Voilà, je suis fort de ces informations, et je sais aussi que n et n étoile commutent. Bon. Qu'est-ce que je peux faire, sachant que je veux obtenir, enfin j'ai une petite piste, c'est quand même que je veux obtenir du n puissance k-1. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de sympa? Moi j'ai envie d'arracher, alors, ça c'est égal à, ce truc est égal à n étoile, je pourrais dire que, bon bah, là, je pourrais dire que n puissance k, c'est n fois n puissance k-1. N étoile n fois n puissance k-1. Je pourrais écrire ça. Malheureusement pour moi, j'ai aucune raison de penser que ça fait l'identité. On m'a pas dit que n était inversible d'inverse n étoile. Donc ça, c'est pas faux, hein, mais juste, ça ne m'arrange pas spécialement. Et si, plutôt que d'arracher juste du n, j'arrachais du n carré, pour pouvoir jouer un peu, enfin, pour pouvoir faire apparaître, pour qu'il y ait 3 matrices, en fait, un produit de 3 matrices, à l'extérieur, enfin, en dehors de la puissance. Donc ça ferait n étoile, n carré, n puissance k-2. Ce qui me le permet, attention, c'est bien que k est supérieur ou égal à 2, parce que sinon ça me ferait apparaître une puissance négative de n, ce qui n'aurait de sens que si n était inversible en fait. Et ça fait n étoile nn, et alors, n étoile nn, je peux aussi dire que c'est par le fait que n et n étoile commutent, que n étoile égale n étoile n, donc là j'ai n étoile, bon je vais détailler un peu, n étoile n puissance k-2, oula, zut, j'ai failli déchirer ma feuille, et là en fait, bon, ce n là par exemple, bah, je dis que n étoile n c'est n étoile. Donc là je vais dire que c'est n étoile n puissance k-2. Ok, intéressant. Mais n étoile n, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est n. Donc là j'ai n fois n puissance k-2. Ah, intéressant. Ça fait n puissance k-1. Et j'ai gagné. Voilà, donc sans récurrence ni rien, j'ai réussi à établir que pour tout k supérieur ou égal à 2, pour tout k entier, pardon, k supérieur ou égal à 2, eh bien, avec k supérieur ou égal à 2, nous obtenons que n étoile fois n puissance k est égal à n puissance k-1. Ok, bon, petit b, en déduire que n est la matrice nulle ON. Ça sort d'où? Est-ce que ça tient en une ligne? Est-ce qu'on va voir? Bon. Alors, il y a un résultat qui m'a été que j'ai établi, qui concerne tous les cas supérieurs ou égaux à 2, qui vérifie ça. Ok. J'ai bien envie, moi, l'histoire de la nilpotence, là, c'est que n puissance p fait ON. Bon, n puissance p moins 1 n'est pas égal à ON. Mais j'ai bien envie, donc, de remplacer, en fait... Alors, est-ce que j'ai envie de faire ça? Ouais, j'ai clairement envie de faire ça. J'ai envie de remplacer le k par p ici. J'ai envie de dire en particulier, en prenant k égale p, n étoile n puissance p égale un truc. Petite prudence à avoir, c'est que le P de l'hypothèse, c'est un entier naturel non nul. Donc, il peut être égal à 1. Et ici, k est supérieur ou égal à 2. Et le P, c'est pas moi qui décide de ce qu'il vaut. Il vaut une certaine quantité, il a une certaine valeur au préalable que je ne connais pas. Dans ce cas-là, ce que je vais faire pour pouvoir quand même utiliser la A, c'est faire une disjonction de k. Dire, écoutez, si P est égal à 1, on va voir ce qui se passe, et si P est supérieur ou égal à 2, et du coup, je vais pouvoir remplacer K par P dans l'écriture précédente, dans l'égalité précédente. Donc, si P égale 1 déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n puissance 1 est la matrice nulle, puisqu'on m'a dit que n puissance P c'est la matrice nulle. Donc n est la matrice nulle. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est bon, c'est réglé. Ce que je veux montrer, moi, c'est que dans tous les cas, avec cette hypothèse, l'hypothèse qu'on me donne, n est la matrice nulle. Là, déjà, dans ce cas-là, c'est bon. Maintenant, si P est supérieur ou égal à 2, eh bien, j'ai le droit de remplacer, d'utiliser la 4A en prenant k égale P, puisque c'était valable pour tous les cas supérieurs ou égaux à 2, et bien avec la 4A, je sais que, donc CF4A, je sais que n étoile n puissance P est égal à n puissance P moins 1. Ok. Avec quelque chose d'intéressant là. N puissance P est censé faire la matrice nulle. Donc là, j'ai n étoile ON, qui est égal à n puissance P moins 1. Oui, mais n étoile, donc une matrice donnée fois la carré donnée fois la matrice nulle, ça fait la matrice nulle. Bon, du coup, j'ai que n puissance P moins 1 est égal à la matrice nulle.
Mais ça, ce n'est pas possible. On m'a dit que n puissance p-1 précisément n'était pas la matrice nulle. Ce qui n'est pas. Donc il y avait deux options possibles. L'option p égale 1 qui aboutissait à une certaine conclusion, et une seconde option qui aboutit à une impasse, qui est impossible en fait. Enfin, il ne me reste plus qu'à dire que n est égal à ON. Ok, donc, si une matrice est nilpotente et pseudo-inversible, alors forcément, c'est la matrice nulle. Ok, sympa. 4C, j'espère que vous trouvez ça sympa, je trouvais ça rigolo, comme un petit exo, pas spécialement, enfin, si, peut-être pour les terminales, si, pour des fins de terminale, si, mais pas spécialement dur pour des élèves deuxième année. Bon, il était un peu plus corsé, je crois pas, de mémoire, avoir effacé quelques difficultés, mais je trouve ça assez rigolo, j'ai le OK. Que peut-on en déduire concernant la matrice grand N qui est donnée ici? N égale 1 moins 1, 1 moins 1. OK. Que peut-on en déduire? Comment ça? On vient de me faire établir que si une matrice était nilpotente, une certaine puissance, ça fait la matrice nulle, et pseudo-inversible, alors ça ne peut être que la matrice nulle. Bon, elle, c'est pas la matrice nulle déjà, bon, je vois ça. Bon, est-ce qu'elle serait pas, par hasard, nilpotente? Comment je peux faire pour le savoir? Bon, vous connaissez pas, à ce stade, a priori, vous savez pas grand-chose sur les matrices nilpotentes. Moi, de mon côté, je suis rassuré sur le fait que si une matrice devait être nilpotente, son indice de nilpotence est inférieur ou égal à sa taille. Donc là, en l'occurrence, ça, vous n'êtes pas censé le savoir, effectivement, à ce stade, mais si je calcule n au carré et que ça fait pas la matrice nulle, elle sera... aucune puissance ne sera nulle, quoi. Je le sais, ça, mais vous, à votre stade, vous dites, bon, je sais pas, est-ce qu'elle serait pas nilpotente par hasard? Bon, on va essayer de regarder les puissances successives. Et vous essayez, bon, première puissance, n carré, enfin, première puissance, n puissance 1, ensuite n carré ça fait 1 moins 1 fois elle-même. On fait le petit calcul matriciel, ligne fois colonne, j'aurais pu vous le mettre au brouillon plus clairement, ça fois ça, enfin, ça fois ça plus ça fois ça, 1 fois 1 plus moins 1 fois 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus 1, donc du coup ça fait 0, 1 fois... après c'est le même calcul en réalité, faut pas faire la vidéo, c'est la même ligne là et là, donc en fait le calcul ligne-colonne va donner la même chose après, 0, 0, ok. N carré c'est la matrice nulle. Ok, O2. Ouf, on peut souffler. J'ai pas bien préparé cette blague. On peut prendre un bon bol d'air, voilà. Alors, n carré ça fait ça, n est donc nilpotente. Ok. Et alors, que peut-on en déduire? On m'a dit que si une matrice était nilpotente et pseudo-inversible, alors, que pour une matrice nilpotente donnée, si vous voulez dire autrement, si elle est pseudo-inversible, alors ça ne peut être que la matrice nulle. Donc, pour une nilpotente, pour n nilpotente, j'ai l'implication n pseudo-inversible, ça va faire un petit peu de logique, implique que n est la matrice nulle. Donc là, pour une nilpotente, n appartenant à M2 de R. Comme ça, on va mettre O2. Ok. Oui, mais elle, je vois que c'est pas la matrice nulle. Et en fait, la contraposée de cette implication, l'implication P implique Q, est équivalente, j'en ai parlé dans d'autres vidéos dédiées, je sais plus lesquelles, P implique Q, j'en parle dans les cahiers de vacances aussi, eh bien, elle est équivalente, cette implication, à l'implication non Q implique non P. C'est pas le moment de devenir flou, s'il te plaît. Pardon. Dans notre cas, si on a l'implication, on a l'implication n pseudo-inversible implique que n est la matrice nulle, eh bien, c'est équivalent à dire que n n'est pas la matrice nulle implique que n n'est pas pseudo-inversible. Je vais le préciser autrement, ça, on aurait pu dire par contraposé de cette implication, on a ça, je vais le dire d'une autre manière. Si n avait été pseudo-inversible, alors, là j'écris très mal aujourd'hui, je dis souvent ça, on va se dire mais quel jour t'écris bien. Alors, CF, question 4b, n aurait été nul, ce qui n'est pas. Voilà, la contraposition en français. Donc, n n'est pas pseudo-inversible. Oula, ça sort de l'écran, n'est pas pseudo-inversible. Si elle l'avait été, ça aurait été la matrice nulle. Ça me rappelle une chanson enfantine.
Si le loup y était, voilà. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, je suis vraiment en train de réfléchir à la logique de cette chanson, c'est complètement improvisé, j'ai pas... Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Ce n'est pas logique. Enfin, si, enfin, je veux dire, c'est une mauvaise... Ah, oulala, je vais en faire un truc, ça. C'est une mauvaise... C'est très mauvais pour introduire la contraposée aux enfants. Alors, si le loup y était, c'est la propriété P, le loup y est. Il nous mangerait, c'est la propriété Q. Et bien, on est en train d'expliquer aux enfants que si le loup y est, alors il nous mange, mais comme il n'y est pas, mon P, il ne nous mangera pas. Non Q. Il est possible que ces deux implications soient vraies. Il est possible que... Bon, alors, l'implication qui est la plus exacte dans ce propos, c'est quand même que si le loup n'y est pas, comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Ça c'est trivialement vrai. Par contre, si le loup y était, il nous mangerait, bon, ça, on sait pas. Il pourrait ne pas vouloir nous manger, il pourrait ne pas avoir faim ou autre. Mais ça donne l'impression, en récitant cette chanson, que ces deux implications sont équivalentes. Est-ce que je ne tiens pas là? Est-ce que je n'ai pas fait une grande découverte pédagogique? Savoir pourquoi les gens, les enfants, les élèves se trompent sur la contraposition à cause de promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.